Dimanche, second tour des élections régionales 2015, le suspense est énorme. En fait, personne n'est capable de savoir exactement à quoi va ressembler le paysage français, le paysage politique français de nos régions dimanche. Je ne vais pas lui demander de jouer à Madame Irma, mais je vais quand même poser quelques questions à Emmanuel Rivière, qui est directeur des études stratégiques et d'opinion à TNS Sofres, de nous répondre. Le vrai titre, c'est l'unité stratégie d'opinion à TNS Sofres. Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour Yves. Alors, une des clés du second tour, enfin ce qu'on dit, c'est savoir comment se comporteront les abstentionnistes. On sait qu'à peu près, il y a eu un Français sur deux qui n'est pas allé voter dimanche dernier. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de participation dimanche ? On le peut d'autant plus que lors des deux précédentes éditions de cette élection régionale à deux tours, puisque avant 2004, ce n'était qu'à un tour, on a assisté à chaque fois à un petit sursaut de mobilisation au second tour. C'était vrai au départemental au mois de mars, notamment. C'était vrai au départemental. Les électeurs, ils vont pour le tour décisif. D'abord, le premier tour a servi de petit rappel d'agenda à un certain nombre d'entre eux. Et puis là, évidemment, on pourrait aussi observer un sursaut lié à la dramatisation de l'enjeu que représente encore pour beaucoup de Français la présence à un niveau très important du Front National dans un certain nombre de régions. Et ça, c'est effectivement, vous avez raison de commencer par ce point, parce que 5 points de gagnés sur les participants, 5% d'inscrits qui vont voter en plus, ça fait 10% à se répartir quand on les ramène à la proportion des électeurs. Et ces 10 points, on ne sait pas où ils iront. Est-ce qu'on a déjà vu des renversements de tendance impressionnants dans l'histoire électorale de la Ve République, par exemple? Il y a des exemples notamment en régional. Lorsque l'on regarde les conquêtes de la gauche dans cette vague rose de 2004, Jean-Yves Le Drian a sur le papier, au premier tour, 15 points de réserve. Et le défi pour lui, c'est de les rassembler, ces 15 points. Il fait 20 de plus au second tour. Et vous avez un certain nombre de régions comme ça, où le gap n'est pas dans les additions sur le papier, parce qu'il y a ces bouleversements entre deux tours. Dû à la participation qui a changé. Voilà, et à la participation faible au premier tour. Est-ce que, généralement, alors, si jamais il y a une participation plus forte, est-ce que, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est pour faire barrage au Front National, ou est-ce que c'est au contraire pour amplifier? On a des indications là-dessus? Oui, on a des indications. En fait, le Front National, on l'a vu progressivement être de mieux en mieux positionné, notamment dans des partielles. Les partielles les plus anciennes, qu'elles soient législatives ou cantonales, ont pu montrer des sursauts de mobilisation entre les deux tours en faveur du Front National. Les électeurs du Front National qui boudaient les urnes se réveillent après les résultats du premier tour et disent « il y a un coup à jouer ». Et de plus en plus, on a le sentiment qu'il y a une mobilisation forte dès le premier tour, que finalement, les électeurs, et dans nos enquêtes, avant le premier tour, ceux qui se disaient les plus intéressés, les plus décidés à aller voter, c'était les électeurs du Front National. Peut-être qu'ils ont déjà épuisé leurs réserves et que les réserves d'abstentionnistes sont peut-être aujourd'hui pour les autres partis. Pour des autres partis, d'accord. Alors, quelles sont les chances des trois camps? On va essayer de travailler de façon un peu simple. Commençons par le Parti socialiste. Est-ce qu'il a eu raison et quel gain il peut espérer de s'être retiré en PACA et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Comme pour le reste des autres régions, par exemple. est déjà une perte, effectivement, il faut regarder dans les autres régions. Et l'hypothèse qui serait favorable au Parti socialiste, ce serait que, du fait de cette intensité autour de la question de la présence du Front National, ça ressoude un peu la gauche. D'ailleurs, on a vu qu'un peu partout, les fusions d'entre deux tours, c'était plutôt bien passé, sauf en Bretagne. À la demande de Jean-Yves Le Drian. À la demande de Jean-Yves Le Drian, qui avait déjà refusé la fusion en 2010. Donc voilà, ça c'est un scénario favorable à la gauche qui lui permettrait d'espérer plus que les trois régions les plus favorables aujourd'hui pour lui, que sont la Bretagne, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Alors, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, puisque vous y allez, c'est plutôt favorable au Parti socialiste, là? C'est plutôt favorable au Parti socialiste, sauf si... Parce que l'union va se faire, enfin pas l'union, mais le vote va se reporter de toutes les petites listes de gauche. Oui, et puis il y en avait une grosse en fait, celle de Gérard Onesta qui a fusionné avec celle de Carole Delga. Donc la cohésion semble plus forte. Effectivement, quand on les additionne ces deux-là, il y a une vraie avance. Plus le maire de Montpellier. Voilà. Et puis
Et puis, il se trouve que c'est la région où la liste Les Républicains UDI est arrivée 3e. Donc, le match, il est plutôt avec le Front National. Il se retirait, Dominique Régnier, donc, qui représente les Républicains. C'était faire le jeu du Front National? Eh bien, ça se discute. Franchement, ça se discute parce que la question pour le Front National, on va en reparler, je pense, c'est atteindre les 50%, c'est partout difficile. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile face à la gauche que face à la droite. Et donc, on pouvait imaginer que des électeurs de droite se reportent sur la liste Front National. Alors, prenons maintenant les régions où le Front National est en position de force, était au premier tour. Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut estimer que bien c'est jouable en Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec Madame Le Pen, Marine? Sur le papier, c'est jouable. Nous avons produit ensemble des enquêtes qui laisseraient entendre que ce ne sera pas le cas. C'est en tout cas le principal test de ces élections régionales. Est-ce qu'en duel, face à la droite, qui est un peu la préfiguration qui semble la plus plausible en 2017, Marine Le Pen peut gagner. Si elle ne le peut pas à l'échelle d'une région, c'est difficile d'imaginer que dans à peine plus d'un an, elle le puisse à l'échelle du pays. D'accord, ça c'est une chose. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, alors on dit que la donne est un peu différente, alors que les chiffres étaient, les scores de dimanche à peu près comparables. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen a davantage de chances d'être élue que Marine Le Pen? En théorie, oui. Et une des raisons qui a été souvent avancée, ce serait le profil plus droitier de Christian Estrosi. Et le fait que, voilà, c'est une terre un petit peu différente dans sa composition sociologique. Mais il y a une nuance à apporter là. Le vote Front National dans la région sud, la grande région sud-est, est sociologiquement plus proche du vote à droite. Et ça peut faire partie des scénarios, il ne faut pas l'exclure, qui est un vote Front National au premier tour et puis un report au second tour, minime, peut-être 5%. Mais quand on était 40% au premier tour, 5%, mais c'est 2 points en faveur du candidat de droite. Donc c'est vraiment pas joué dans ces deux régions-là? Dans aucune de ces régions. Alors, autre région, c'est le Grand Est, enfin c'est Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, où là, il y a les 3 camps, si je puis dire, les 3 gros camps, c'est-à-dire Front National, Républicain et le Parti Socialiste qui s'est maintenu. Alors, ce n'est pas le Parti Socialiste, c'est un candidat qui était Parti Socialiste, mais enfin, ça ne change pas grand-chose de mon point de vue. Qu'en est-il? En principe, c'est la configuration la plus facile pour le Front National. Donc c'est là, s'il y a une région que le Front National doit gagner, c'est ce Grand Est. Ça me paraît plus facile parce que il suffit de faire un peu plus d'un tiers des voix pour pouvoir être élu et non pas cette barrière des 50%. La situation est relativement incertaine et parce que en fait, quand on regarde l'élection qui ressemble le plus en termes de mode de scrutin, c'est les municipales. Dans certaines villes aux municipales, le Front National a progressé entre les 2 tours quand il était en tête. Mais par exemple, Florian Philippot à Forbach fait exactement le même score, 36% au second et au premier tour. Et là, c'est vraiment les électeurs qui choisissent et qui doivent un petit peu spéculer sur où je dois placer mon vote si je veux empêcher le Front National. Il y a une autre région d'ailleurs qu'il faudrait regarder de près. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, j'imagine? Bourgogne-Franche-Comté, on est un tout petit peu plus vigilant sur les autres parce qu'on a des têtes d'affiche. En Bourgogne-Franche-Comté, il y avait aussi le Front National en tête au premier tour. Les rapports de force sont extrêmement équilibrés. Parfois, le Front National, c'est là où on ne regarde pas très bien, où on ne l'attend pas, que finalement, il réussit, de fait de la moindre dramatisation aussi qui ramène ceux qui veulent lui faire obstacle dans les urnes, qu'il réussit à placer ses élus. Surtout que la personne qui était assise à votre place hier, M. Grouard, député du Loiret, disait que dans les zones rurales, très agricoles, il y avait une forte poussée du vote frontiste, vous confirmez ça? Oui, c'est exact. Et donc là, en Bourgogne-Franche-Comté, on est dans une zone qui est particulièrement tout à fait, pas de grande métropole, parce qu'une des inconnues de ce second tour aussi, c'est le comportement de ces zones urbaines, et notamment des banlieues, où on s'est beaucoup abstenu, et où le Front National pourrait avoir un effet repoussoir et mobilisateur. Si Florian Philippot était élu, et non pas Mesdames Le Pen, ça aurait des conséquences sur la vie du parti, non? Oui, de toute façon, cette élection va avoir énormément de conséquences sur la vie du parti dans tous les scénarios, puisque c'est des lignes qui doivent être définies pour l'avenir, et notamment pour la présidentielle qui va arriver très vite. Ça aura des conséquences sur la vie du parti du Front National, et que si elle perd Marine Le Pen, ça sera quand même un handicap à surmonter pour elle sur le chemin de la présidentielle. Ce sera difficile de crédibiliser une candidature. Alors il y a un troisième parti dont on n'a pas parlé là, c'est les Républicains, ou un camp plutôt, républicain, UDI, Modem. Est-ce qu'ils peuvent espérer, parce que
Si on se retourne quelques mois en arrière, ça devait être l'alternance, quoi. La France en bleu. C'est loin d'être possible, ou en tous les cas prévisible de façon certaine. Qu'est-ce qu'il en est? Ce scrutin des régionales, il peut être assez espiègle en fait, et on peut avoir finalement un retour de la logique des régionales, qui est le vote sanction en faveur du principal parti d'opposition. Et il suffirait de pas grand-chose, de mauvais reports à gauche, et aussi, ce qui se produit dans un certain nombre de cas, des électeurs du Front National du premier tour qui disent « c'est fichu pour nous, on va voter à droite ». Il ne faut pas oublier que les électeurs du Front National préfèrent nettement la droite à la gauche. Et donc, une France presque bleue, sauf la façade atlantique. C'est pas impossible. Oui, disons une France avec 9 régions métropolitaines à droite, c'est pas impossible. Paris, Île-de-France, c'est vraiment, alors là, très serré. Le match est rude, rugueux. C'est très serré, c'est effectivement un cas de figure assez emblématique. Valéran de Saint-Just, le candidat Front National, est vraiment très distancé. Oui. Est-ce qu'il va rendre aux électeurs à Valérie Pécresse? Il y a eu des niveaux très élevés d'abstention dans un certain nombre de banlieues. Est-ce que la poussée du Front National partout en France va mobiliser cet électorat-là qui est sensible et en faveur de qui? Il y a de vrais inconnus. En tout cas, ce sera serré. D'accord. Est-ce qu'on peut prévoir, si c'est un échec pour eux, un éclatement des Républicains lundi? C'est vrai que ce sera compliqué s'il y a peu de régions. Une remise en question des leaders, quoi. Oui. On peut d'autant plus l'anticiper qu'il y a quelques poids lourds des Républicains qui sont un petit peu à l'affût là et qui ont déjà mis en cause la ligne de Nicolas Sarkozy. Et donc, en fonction du score, on tirera des conclusions sur ce qu'il convient de faire. De toute façon, il y a déjà des petites lignes de fracture entre les Républicains et l'UDI sur la question du retrait du troisième candidat, notamment celui de Dominique Régnier. Ces fractures pourraient s'accentuer en cas de défaite. En revanche, si c'est finalement une mini-vague bleue, eh bien, celui qui en sortira renforcé, c'est Nicolas Sarkozy. C'était le talk de Emmanuel Rivière qui nous a dit beaucoup de choses, région par région. Je vous invite à réécouter cette émission. Mais il nous a dit principalement que s'il y avait une seule région qui pourrait aller au Front National, eh bien, ça serait peut-être plutôt le Grand Est où M. Florian Philippot est en compétition. Il nous a dit qu'une petite vague bleue, une vaguelette, on va dire, eh bien, était possible pour les Républicains, l'UDI et le MoDem, et qu'à ce moment-là, eh bien, Nicolas Sarkozy en sortirait moins affaibli qu'on ne l'a dit il y a encore quelques heures ou quelques jours. Et troisième chose, eh bien, là où il y a une grosse incertitude, c'est-à-dire dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'avantage est quand même plus souligné pour la gauche, semble-t-il, face à Dominique Régnier et au Front National. Et puis, il nous a dit aussi eh bien, qu'évidemment, si Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen étaient battues et que Florian Philippot était élu, eh bien, ça changerait pas mal de choses à l'intérieur de la vie du parti Front National. Merci Emmanuel Rivière. Merci frère.